bienvenue sur Argo Hub dans l'émission La Tchatch. Et aujourd'hui, on reçoit un influenceur connu sous le nom de Alex French Sass. Alex, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu, Alex? Bonjour à tous, merci à Argo Hub et Thomas de me recevoir aussi loin de mon bureau, c'est-à-dire à 10 mètres du studio. Je suis Alex, un ancien des forces spéciales françaises, et aujourd'hui j'ai une unité de service de sécurité et de défense qui s'appelle Chiron. Et je vois que tu es passé à Truffaut, il y a pas mal de petites verdures, c'est des vraies plantes. Ça a été arrosé, je contrôle le taux d'hygrométrie, il est bon. Il y a même une petite gourde de vin géorgien. C'est très... la déco a été travaillée, ça change des casques, des casques lourds, des gilets par balles. C'est ce que j'allais dire. On a une émission qui est, on va dire, une émission de talk. On peut pas se permettre de faire des trucs de bof à chaque fois, avec des gros patchs dans tous les sens et des casques et des bobs qui portent des gilets par balles. Aujourd'hui, on est dans le vrai monde, donc du coup, on fait des trucs de gens du vrai monde. Et on arrête de parler de combien il faut faire de pompes pour rentrer au GIGN, c'est ça? Et ben justement, c'est super que tu partes sur ce segment, parce qu'aujourd'hui, Alex, et le but de cette émission, c'est de prendre quelqu'un qui est connu dans un domaine et de lui poser des questions qui n'ont strictement rien à voir avec son domaine. Je maîtrise de nombreux sujets, en bon monsieur je sais tout. Par contre, s'il y a des domaines que je maîtrise pas, c'est l'art et la musique. Donc je sais pas ce que tu as prévu, mais si tu m'emmènes sur ce terrain-là, ça va pas voler très haut les réponses. Alors ça va, non, on va quand même trouver des trucs où tu vas pouvoir répondre normalement puisque ça te concerne toi et ta personne. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir Alex French Sass sous un angle sur lequel vous ne l'avez jamais vu. Donc film. Non, en tout cas, bravo pour la déco. Moi, tu connais ma passion du jardinage, n'est-ce pas? Donc, je viendrai prendre soin également des plantes avec toi, des nouvelles plantes dans le coworking. Je contrôlerai le taux d'hygrométrie tous les jours, la température, la lumière, le jaunissement des feuilles, le mildiou, les doryphores, et on fera ça ensemble, avec plaisir. Donc du coup, j'aurais dû lui poser des questions en botanique parce qu'il a l'air très câblé sur les plantes. Alors on va parler de jardinage. Donc du coup, toi, sur tes ficus, comment t'as fait pour récupérer ce palmier qui était en train de décéder, qu'on avait acheté pour le Roadhouse? Je te l'avais peut-être pas encore annoncé, mais comment on l'avait appelé déjà? Gérard. Le petit palmier qui avait été offert au Roadhouse à l'ouverture en juillet 2024, malheureusement, passera pas l'hiver. J'ai décidé d'en terminer, de mettre fin à ses souffrances. J'ai pas réussi, je t'avoue, à le sauver. Il a manqué cruellement de lumière pendant trop longtemps au Roadhouse. Et puis il a aussi fumé beaucoup de clopes parce qu'il était sur la terrasse. Il a fait des overdoses de différentes substances, notamment j'ai retrouvé de l'alcool dans ses racines. Je pense que des gens ont versé leur bière sur ses petites pattes. J'ai tout fait. J'ai fait une coupe de rafraîchissement. J'ai enrichi la terre. Je l'ai exposé au maximum de chaleur et de lumière possible, et j'ai pas réussi à le sauver. Donc malheureusement, je t'annonce la perte de Gérard. Est-ce que c'est pas une leçon de vie pour tout le monde, ou même si c'est agréable de boire des coups et de temps en temps de fumer des clopes ou des cigares, il faut quand même faire attention parce que Gérard, qui a fumé absolument tous les jours l'équivalent de 45 paquets et bu au demeurant, en comptant les idiots qui peuvent passer éventuellement dans notre bar, au moins 2 pintes par jour, il a eu une mort très prématurée. Donc l'alcool, modération. Avec modération. Je pense que Gérard en est témoin. Alex, tu es souvent passé sur des podcasts où tu t'es retrouvé face à des intervieweurs qui te regardaient les yeux emplis d'admiration pour ton parcours de force spéciale et qui te demandaient combien de pompes il fallait faire, qu'est-ce que ça fait d'être contre la porte d'un hélico au milieu du Sahel. Quelle était ma morning routine pour avoir... des pecs aussi volumineux. Ouais, toutes ces compétences hors du commun. Exactement. Et du coup, le but aujourd'hui, c'est de montrer que même si tu es quelqu'un de très puissant qui a fait les forces spéciales, tu es aussi, au demeurant, un homme comme les autres et comme on l'est tous sur Terre. Et on va te poser des questions sur ta vie à toi et ta personne. Et du coup, je me dis,
On va commencer par l'adolescence, parce que je suis sûr que tu as eu une adolescence qui t'a amené vers les choix que tu as fait. Je suis né à 30 ans avec une barbe. C'est Benjamin Button, le mec. Donc du coup, on va te poser une première question, parce que dans la vie d'un homme, il y a un rite de passage qui est propre à tout le monde, enfin même dans la vie d'une femme, puisque dans la vie d'un être humain, Sa première fois. c'est le premier... alors, je voulais pas aller sur ce sujet quand même, mais c'est le premier chagrin d'amour. Donc Alex, est-ce que Je tu pensais peux qu'on nous... parlait pour la première fois sur un vélo ou... Non, ah oui, d'accord. Non, on parle de ton premier chagrin d'amour, puisque tout le monde va passer par là, et tout le monde est déjà passé par là. Donc Alex, raconte-nous ton premier chagrin d'amour. Donc du coup, le concept de la chaîne, c'est tu fais venir un ancien de force spéciale et tu lui fais parler, tu lui fais parler d'amour. Ouais, voilà. Excellent, j'adore. Des chagrins d'amour. Tout dépend de la définition d'amour, quoi. Parce qu'après, là, tu me lances sur un sujet qui est complexe, au sens où à quel moment on sait qu'on est vraiment amoureux. Je pense qu'on peut pas vraiment le savoir très jeune. Ça demande un peu de maturité. Et ce qui est sûr, c'est que très jeune, on ressent une attirance pour une autre personne. Mais aller jusqu'à savoir si c'est vraiment de l'amour, ça, on le découvre avec un peu plus de maturité. Et en l'occurrence, voilà, si je devais parler de mon premier chagrin d'amour, je considère pas aujourd'hui, avec ma lecture, que j'étais vraiment amoureux. Voilà. Mais si on remonte voilà, à ses premières émotions, bah, ça remonte à l'âge de 12-13 ans. Est-ce qu'on pourrait retourner jusqu'en maternelle? Parce que en maternelle, j'avais déjà eu une Ouais, mais en maternelle, ça compte pas, parce qu'en maternelle, tu changes toutes les semaines de meuf. Je pense que c'est le moment où t'es le plus proactif, en fait. T'es pas vraiment en couple, mais tu ressens une attirance. Ouais, tu lui as envoyé un dessin, ça y est, c'est stable, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, tu lui fais un dessin, ouais. Ouais. Non, je pense vraiment, si première déception, c'est 12-13 ans, il y a une gamine de mon village, parce que j'habitais dans un village à ce moment-là, que j'avais en vue, et en fait, j'osais pas lui dire est-ce que tu veux sortir avec moi? Parce que c'était la phrase à l'époque, c'était est-ce que tu veux sortir avec moi? C'était pas est-ce que tu veux Ken, quoi, c'était est-ce que tu veux sortir avec moi? Il n'y avait pas encore de notion de sexualité, du moins, moi en tout cas à cet âge. Et j'osais pas, et en fait, du coup, j'ai pas eu le courage de lui demander, mais j'étais en friend zone, quoi. J'étais en friend zone parce que je la voyais au bus, à l'arrêt de bus, on allait au collège ensemble, je rigolais avec elle, et j'osais pas mettre les pieds dans le plat. Au final, du coup, je me suis fait passer devant par un mec qui devait avoir 5-6 ans de plus, qui était déjà majeur d'ailleurs, chanteur dans un groupe de rock, et ouais, il a pécho la gamine qui m'intéressait, et du coup, grosse déception, quoi. J'avais l'impression de m'être fait passer devant, d'avoir raté ma chance. Surtout, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai pas osé, en fait. Et c'est là où ça a été très formateur pour moi, c'est que vaut mieux des remords que des regrets, comme on dit, c'est facile à dire, c'est difficile à appliquer dans la vraie vie. C'est-à-dire que c'est pire de se demander qu'est-ce qui se serait passé si que d'avoir fait un truc et de s'être trompé. Ça, c'est mindset. Mais vaut C'est des remords très que des mindset. regrets. Après, elle est pas de moi, hein, elle est pas de moi celle-là, mais elle est très bonne. Et donc, du coup, est-ce que le mec, aujourd'hui, il a un groupe de rock connu ou ça a pas percé? Bon, du coup, maintenant que tu es revenu et que tu es calmé, j'ai cru comprendre que c'était un sujet sensible, les chagrins d'amour. Sujet sensible. Donc, du coup, on va passer à autre chose. On va rester sur ton adolescence. Est-ce que... Joker. Non, ça va, j'ai pas encore posé la question. Est-ce que t'as un souvenir d'une bêtise... Joker. Mais j'ai pas posé la question. Est-ce que t'as un souvenir d'une bêtise que t'as fait quand t'étais adolescent, qui est un truc un peu marrant, une petite bêtise que t'as fait Oui, comme tout gamin, j'ai fait beaucoup de conneries de gamin. En fait, c'est le propre d'être un gamin, c'est de faire des bêtises et d'apprendre en faisant des bêtises, hein, et de se faire taper sur les doigts parfois pour pouvoir apprendre qu'il faut pas faire quelque chose. On s'ennuyait un soir et on a trouvé une super idée. J'ai trouvé une super idée. Il y avait des panneaux de chantier sur la route et on s'est dit que ce serait... on s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passerait si la déviation... Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le GPS, non, je déconne pas.
Même les TomTom dans les bagnoles, Oui, c'était qui pourri. étaient Oui, avant le je Google m'en je Maps, m'en souviens. ça Ouais. existait même pas. En fait, à l'époque, on prenait un plan et la plupart des gens connaissaient là où ils allaient parce qu'ils faisaient des chemins qu'ils avaient l'habitude de faire. Ou regarder les panneaux. Du coup, les panneaux, ça avait vraiment de l'importance. Et on se disait, putain, s'il y a une déviation et que tu sais pas où tu vas, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et donc, on a déplacé des panneaux de déviation d'un chantier entre Fontainebleau et Melun, en Seine-et-Marne, pour ceux qui connaissent, en forêt de Fontainebleau. Et en fait, on avait fait une déviation coordonnée sur quand même, je sais pas, près d'1 kilomètre où en fait les gens tournaient en rond. Et en fait, les gens prenaient la déviation, mais ça les ramenait systématiquement au même endroit et ils pouvaient pas du coup. Mais ça, tu sais que c'est une vraie technique de guerre insurrectionnelle, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des Allemands qui ont fait ça pour truander les Américains. Ils ont modifié des panneaux pour que les mecs ils arrivent avec la carte et Ah qu'ils ouais, comprennent rien. excellent. Donc en fait, t'étais HPI, au potentiel insurrectionnel. J'étais déjà un partisan, quoi. Et du coup, les gens tournaient en rond et ça faisait, bah voilà, entre Fontainebleau et Melun, il y a quand même du monde qui circule et ça faisait un énorme embouteillage. Et du coup, il y a eu l'intervention des forces de l'ordre qui sont venues mettre un peu faire régner l'ordre et la discipline et voilà, on s'est fait gauler. Ah, vous êtes fait gauler quand même. Ouais, on s'est fait gauler, ouais. Mais comment ils vous ont gaulé? Bah, ils en ont attrapé un. Et il a balancé tout le monde. Lui, il était pas né pour être partisan, quoi. Alors, ayant déjà rencontré ton père, il avait réagi comment quand il l'a appris? Ah bah pas bien, hein. Ouais, j'ai un papa assez dur, hein, comme tu l'as croisé, hein. J'ai un papa assez dur. Et ouais, bah je me suis pris une raclée, hein. Et oui, du coup, mon père était pas content, mais ma mère aussi est sur ce genre de truc-là. Ça la stresse, elle est ultra énervée sur ce genre de conneries, ouais. Ouais, j'ai pris une double raclée. Ouais. Donc, Alex, tu étais adolescent, certes, tu es plus vieux que moi, mais quand même pas beaucoup plus vieux que moi. Donc, j'imagine que les jeux vidéo ont aussi marqué ton enfance d'une certaine manière. On a tous eu un jeu fétiche qu'on a particulièrement poncé. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas le PlayStation Network, tout ça. Donc, si tu veux t'acheter un jeu, et puis après, bah, fallait que t'attendes d'avoir un peu d'argent de poche pour acheter le suivant. Donc, généralement, quand on avait un, tu le ponçais jusqu'à le remplir à 100%. Est-ce que toi, il y a un jeu qui a un peu marqué ton enfance et que t'as poncé Complètement. Et effectivement, bon, on est quand même, moi, c'est les années 80, toi, c'est les années 90. Bon, c'est quand même des générations assez proches. C'est la fin de mon adolescence, vraiment, où les jeux vidéo, notamment sur PC, parce que je suis encore aujourd'hui un joueur PC, et d'ailleurs, qui joue pas avec AZ de là-bas. Moi, je joue avec les flèches, oh le Je joue tryhard. avec les flèches, parce que les premiers jeux, à l'époque, on jouait avec les flèches sur le PC. Du coup, je suis resté bloqué sur les flèches. Tu sais que moi j'ai mis longtemps à passer sur, parce que moi aussi je suis un joueur PC, parce que bah, j'ai joué sur PC, ma mère était anti-console, donc le fait d'avoir un PC ça te permettait de gruger, de camoufler sur tes devoirs. un GTA Vice City par-ci par-là sur le... Ouais, t'inquiète maman, je vais faire une recherche sur la DSL. Et donc du coup, si tu veux, je jouais avec les flèches, puis après il y avait des potes à moi qui jouaient à Counter-Strike, et qui eux étaient en AZ machin. Et c'est là que du coup j'ai commencé un peu à switcher. J'ai dit bon, si tout le monde fait ça, peut-être que ça a un sens. Et c'est vrai que c'est plus ergonomique. Tu devrais essayer à l'occasion. Bah ouais, il y a beaucoup plus de boutons à portée de main, mais j'arrive à me débrouiller. En fait, je prends certains types de claviers où les flèches sont mélangées avec le pavé numérique et collées aux autres. C'est pas quand elles sont trop à part là. Et du coup, j'arrive quand même à avoir pas mal de boutons. C'est old school, mais j'arrive à me débrouiller quand même. En tout cas, oui, ça a marqué du coup mon adolescence comme toi. Et des jeux vidéo qui m'ont marqué et que j'ai poncé, bah, c'est effectivement, il y avait pas Steam ou les plateformes PlayStation, etc. à l'époque. Le premier jeu qui m'a marqué, c'est Duke Nukem. C'est dans les premiers bons FPS qui ont existé avec bah, les Quake, les Return to the Castle Wolfenstein, Oh, les Wolfenstein, flingués du oui. nazi. Et bon, Duke Nukem, en tout cas, tu flinguais l'extraterrestre avec un mec badass type Schwarzenegger, tu vois. Et à coups de lance-roquettes et autres fusils à pompe. Ça m'a marqué. Et parce que c'est la première fois que vraiment on se déplaçait, pour moi, on pouvait vraiment se déplacer dans des villes en 3D. Ce qui est marrant d'ailleurs avec les vieux jeux comme ça, c'est que par exemple, moi j'avais pas mal poncé GTA 3 à un moment. Dans ma tête, c'est clair comme si c'était dans la vraie vie. Tu vois, le jeu, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand GTA 3 est sorti,
c'était incroyable. T'étais dans une ville avec des piétons, avec des bagnoles. Tu t'avais pas les motos, mais t'avais les bagnoles, t'avais des bateaux. Et c'est vrai que si je devais y rejouer aujourd'hui, je me dirais, mais les graphismes, ils sont pourris. De ouf, en fait, parce que les jeux que j'ai cités juste avant, Return to the Castle of Wolfenstein, Quake, en fait, oui, on était déjà en 3D, on se déplaçait en des mondes en 3D, mais c'était des murs unis. Et là, dans Duke Nukem, c'est dans les premiers FPS où vraiment t'avais l'impression que t'étais dans une ville, ils s'étaient un peu cassé la tête à modéliser des rues, des bâtiments. Et oui, les graphismes par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui étaient pourris, mais bah, oui, comme tu dis, on avait l'impression d'être vraiment dans un univers virtuel et on était dans le futur, quoi. Ça a vraiment fait une cassure avec la génération avant nous, appelons-les les boomers, qui ont vraiment eu du mal à adopter la perspective qu'on puisse aller dans des univers virtuels. Et alors que nous, on a embrassé le truc, quoi. Et voilà, je pense que il y a vraiment eu c'est pour ça qu'eux, ils aiment pas du tout les jeux vidéo, tu vois, alors que nous, on est globalement fans depuis notre adolescence des jeux vidéo. Et ça a vraiment fait une cassure. Toi aussi, t'avais des parents qui étaient très... tu joues à des trucs, ça va te rendre mongol. Ah oui. Et ma mère disait, si vous en regardez que des trucs violents, voilà, on se prenait des remarques, mais elle nous empêchait pas de le regarder. Moi, j'adore rattraper ma mère sur un sujet, c'est qu'elle me disait toujours que les jeux vidéo, ça rendait mongol, donc si tu veux, les jeux vidéo, c'était haram à la maison, c'était interdit. Enfin, elle était vraiment pas fan. Mais maintenant, ma daronne, elle va me montrer des vidéos d'IA qu'un chat qui danse, elle va me dire, oh, il est fort, le chat. Il y a vraiment une différence de génération avec nos parents. Ils ont du mal à appréhender. Et pourtant, voilà, corrige-moi si je me trompe, mais Star Wars et tout, des univers comme ça, complètement science-fiction, c'est soit les années 70, la science-fiction, ça vient quand même des années 70. Mais je sais pas, ils ont eu du mal à embrasser le truc du digital, ouais. Ouais, du digital. Hidden and Dangerous. Il était génial, ce jeu. Je sais pas si tu te rappelles les jeux Commando, mais là, c'était vraiment... c'était presque en 2D, quoi. Hidden and Dangerous, c'était vraiment... Tu pouvais jouer en première personne ou en troisième personne. Tu donnais des ordres à tes gars. Et en RTS aussi, ça marchait plus ou moins bien, c'était quand même ultra buggé comme jeu. Mais le jeu le plus récent qui ressemblait vraiment aux mécaniques de ce jeu-là, bah, c'est Ghost Recon, mais le premier Ghost Recon. Wildlands, ouais. Non, le premier, hein, celui qui est sorti en 2001, je crois. Mais oui, Hidden and Dangerous, il y a pas grand monde qui a connu, mais ouais, c'était des SAS anglais et tu faisais des missions partout, sur tous les théâtres d'opération de la Seconde Guerre mondiale. Et c'était passionnant. C'était passionnant. Puis en plus, tu faisais un peu d'histoire en même temps parce que ils t'emmenaient sur des vrais OP à chaque fois, ouais. Ouais, des vrais OP. Ils t'emmenaient saboter des usines d'eau lourde en Norvège qui auraient servi à fabriquer les premières bombes nucléaires et tout. Non, c'était que les nazis étaient en train de préparer. Moi, je trouve que dans ce jeu, ce qui m'avait marqué, c'est que tu pouvais constituer ton équipe et t'avais le choix, genre avec une vingtaine de bonhommes, et tu pouvais en choisir que 4. Et ils avaient des caractéristiques différentes. Et c'est ça. Et de temps en temps, tu sais, moi, je me faisais toujours des équipes de criminels parce que tu sais, il y avait une petite description sur la vie et il y avait, ouais, machin, il a été en tôle et il a été envoyé à l'armée. Je faisais les 12 salopards, sauf qu'ils étaient 4. Et de temps en temps, tu sais, t'en amenais un, donc il prenait en compétence, il pouvait monter en grade. Ouais. Et je me souviens, des fois, t'en avais un qui mourait sur un truc de con, tu lui donnais un ordre d'aller là-bas, d'un coup, il se prenait une tête et tu voyais son corps, tu sais, qui faisait un backflip. Du coup, après, t'avais le mort parce que tu disais, putain, je l'ai fait monter jusqu'à sergent-chef. Ah non, il est mort, il faut que je me prenne un mec qui est premier cul dans mon équipe. Je me prenne un blébite, quoi. Pour moi, a marqué l'histoire. En tout cas, c'est Half-Life. Voilà. Half-Life, le premier Half-Life, qui, en mode, a donné Counter-Strike, hein, parce que Counter-Strike, c'est un mode d'Half-Life, hein, à la base. Et c'est la première fois où il y avait vraiment en first person, une immersion dans une histoire, presque comme un film, avec des événements qui se passaient, non pas en cinématique où tu regardais l'écran, mais vraiment, il y avait des éléments de l'histoire, des cinématiques qui étaient en jeu. C'est-à-dire vraiment, tu te déplaçais et tu voyais des événements qui se déroulaient. C'était pas comme Final Fantasy ou Diablo, où le jeu s'arrête, t'as une cinématique et tu reprends le jeu, quoi. Là, c'était vraiment... Dans Half-Life, t'as pas de cinématique, tout est in-game, quoi, tout est dans le jeu, et du coup, tu te sentais vraiment immergé dans cette histoire, encore d'extraterrestre qui vient détruire la Terre. Ultra important pour votre culture, les amis, de jouer à Half-Life, quoi. Ça remonte aux années 90, ça doit être vers 97, quelque chose comme ça. C'est ultra important que vous ayez joué à Half-Life. C'est ça qui a révolutionné, pour moi, le jeu vidéo en première personne. Voilà. Et donc du coup, tout à l'heure, tu parlais de jeux vidéo qui t'ont marqué, des types de jeux vidéo. Est-ce qu'il y a une scène ou un truc que toi t'as fait en jouant aux jeux vidéo ou un souvenir mémorable autour des jeux vidéo dans ton adolescence? Alors,
On allait jouer, on séchait les cours pour aller dans des cybercafés pour pouvoir jouer en LAN, c'est-à-dire en réseau à Alors, plusieurs. c'est vrai que faut que tu précises que je sais pas si ça se fait encore de jouer en LAN aujourd'hui, vu que maintenant tout est en Bah, ligne. ça existe encore, mais ça a perdu complètement de son intérêt parce que c'est tellement facile de se connecter par Internet en haut débit aujourd'hui. On a tous Steam ou d'autres plateformes de jeux vidéo. On a la même version, ça pose pas de problème de compatibilité. On se rejoint en 2 secondes. C'était pas du tout comme ça au début. Voilà, Pas du tout. fallait faire des Pas du branchements. tout. Fallait être très très bon en informatique pour paramétrer les cartes réseau, mettre la bonne adresse IP, détecter l'autre PC, avoir la même version du jeu. Ah oui, parce qu'il y avait aussi sur les jeux PC à l'époque, il y avait pas la mise à jour automatique, fallait télécharger les bien patchs. sûr. Donc c'était très très compliqué et mais du coup c'était passionnant. Alors pour se simplifier la vie, des fois on allait dans des cybercafés, on réservait 1 heure, 2 heures à plusieurs et du coup les PC étaient déjà paramétrés pour jouer ensemble. Mais là encore, même dans les cybercafés, il y avait des problèmes des fois de connexion ou de gens il y avait des bugs quoi. J'ai eu l'excellente idée encore. Je me suis dit, mon père, il a une petite entreprise avec des bureaux et ils ont créé un réseau local pour s'échanger des fichiers au sein de l'entreprise, quoi. C'est pas connecté à Internet, mais les PC sont reliés en réseau les uns avec les autres. Et je me suis dit, mais en vrai, c'est déjà un cybercafé. C'est déjà relié en réseau. Les PC, ils communiquent les uns avec les autres. Et faut vraiment se mettre à l'époque où c'était pas si simple de faire travailler des choses en réseau, hein, parce que Internet avait pas le débit qu'il y avait. Et c'était très compliqué, hein. Un week-end où son entreprise était fermée, j'avais emprunté les clés des bureaux de son entreprise pour aller avec ouais 5-6 copains. Je sais déjà où ça va aller. 5-6 copains installer justement Counter-Strike, qui à l'époque c'était la bêta 4, et pour installer Counter-Strike et pouvoir enfin jouer à Counter-Strike ensemble, petite partie entre copains, pour pouvoir se tirer dessus au Desert Eagle ou MP5 quoi. Et du coup, alors déjà il fallait s'incruster discrètement. On n'avait pas de scooter, on n'avait pas le permis, on était en vélo, on était venu en vélo là-bas. Après, il fallait rentrer dans l'immeuble discretos, on s'était enfermé, on avait installé les jeux avec les CD sur les PC, on avait réussi enfin à se connecter, et là, bam, le daron, coup de pied dans la porte, qui débarque. Cassez-vous d'ici, bande de petits merdeux. Putain. Mes potes, ils ont déguerpi, je me suis retrouvé tout seul avec mon père. Je me suis fait éclater. Du coup, bon, en vrai, il m'en a jamais trop reparlé. Il a réglé le problème à l'instant et après, il revient pas trop dessus. Et tes potes, ils n'en ont jamais reparlé? Si, je me faisais tailler tout le temps. Je me faisais tailler tout le temps sur cette histoire. T'aimes bien la partie en LAN. C'est clair que la prochaine fois... C'était vraiment une bonne idée. On a pu jouer 2 minutes. Je pense que la prochaine, après cette étape, à chaque fois que tu proposais une partie en cybercafé, il y avait des mecs qui me disaient, je connais un super cybercafé. Juste Vers le taulier Melun. est un peu... Il y a un sous- cybercafé au top en centre-ville. Bon, du coup, Alex, on a vu tes bêtises, tes petits aléas de circulation. On a vu tes problèmes de LAN et de parties multijoueurs sur Counter-Strike. Et on a parlé de ton premier chagrin d'amour. Alors maintenant, on va clore cette émission avec une dernière question. Est-ce que tu as un souvenir entre tes 0 et 18 ans d'une fois où tu t'es tapé la méga honte sur un truc, où tu as été vraiment gêné? Il n'y avait pas les internets quand j'étais petit, donc il n'y avait pas accès à des sites pour adultes, hein, pour le meilleur et pour le pire, ça je ne juge pas. Mais du coup, on se faisait passer sous le manteau des revues. Catalogue La Redoute. Oh ouais, il y a un truc encore plus honteux. Ah mais oui, oh, ça tourne qu'autour de ça, parce qu'évidemment, c'est des épisodes assez honteux. J'ai été surpris en train de regarder je sais plus si c'était... il y avait pas grand chose pour se faire comment on peut dire ça poliment? Il y avait pas grand chose pour se satisfaire soi-même. Se satisfaire soi-même. Et du coup, j'avais récupéré une cassette et je me suis fait surprendre par ma grande sœur. J'étais enfermé pourtant dans la salle télé, la petite salle avec une télé.
Et je sais pas pourquoi, je me suis dit qu'en plein milieu de la journée, ça allait passer. C'est pas passé. Je me fais surprendre, les outils à la main, par ma grande sœur. Et qui a, regardez, fermé la porte. Et elle en a reparlé 2-3 fois à 2-3 Noël pour se moquer de moi. Je crois que c'était une méga honte quand même, non? Moi, je me suis fait, moi j'ai eu, tout le monde a eu ce genre de choses. Hein. Je pense que beaucoup, ceux qui sont pas passés par là, c'est soit qu'ils le faisaient pas assez, soit qu'ils ont été très intelligents. Bon, moi je faisais pas partie de la catégorie des plus intelligents. Moi, je l'avais fait tranquille dans ma chambre. Vraiment, j'avais calculé mon truc, donc c'était en plus, c'était le moment où les sites commençaient à apparaître pour moi. Ouais. Et mon père qui rentrait jamais dans ma chambre ce jour-là avait un truc à me demander. Et il ouvre. Et je ferme mon ordi, tu vois. Et je me mets comme ça sur le bureau, tu vois. Le ponceur de Ronda. Tu vois, oui. Elle arrive, elle me regarde et il me fait, il me pose une question à la con et il se barre. Et moi, je me dis, putain, je suis un génie. Je dis, je suis un génie, il a rien capté. Et du coup, j'arrive comme ça, je dis, putain, propre. Et là, la porte, elle se rouvre et il m'amène 3 DVD et il me les jette sur le lit comme ça et il fait tiens, au moins ça c'est de la HD, ce sera pas ta merde. Aïe, 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 la honte. Et là, j'étais là en mode il sait. Ouais, je revois la scène. Elle ouvre, elle bug. Elle a regardé ce que je regardais et elle s'est barrée. Cette honte. Tu sais plus quoi faire. T'es les armes à la main, la télécommande est loin, tu sais plus quoi faire. En fait, j'étais comme un lapin dans les phares. T'étais comme la France sur la ligne Maginot en 39-40. Ah quoi. ouais, je regardais les Allemands passer, et putain, j'étais figé. Bon voilà, c'était Alex French Sass comme vous ne l'avez jamais vu. T'as déjà posé ce genre de questions sur un podcast ou Eh bien non Thomas, c'est la première fois qu'on rentre dans mes pires humiliations de mon enfance. Donc ce fut un grand plaisir de pleurer à cause de mes chagrins d'amour et de me faire humilier par ma sœur qui rentre dans la salle télé. Mais tout va bien. En tout cas, je suis ravi que ça t'ait plu, Alex, et j'espère que ça va vous plaire. C'est la première vidéo qu'on tourne dans notre studio, parce qu'on a un studio donc insonorisé qu'on met à la location, mais c'est dit, c'est peut-être le moment. Et du coup, là, on peut pas mettre quelque chose. Justement, on n'a pas encore de logo de chaîne parce qu'on fait ça un peu à l'arrache. Mais l'idée de ce truc-là, c'est les gens qui ont leur chaîne, ils peuvent accrocher absolument ce qu'ils veulent sur le mur. Bon, évidemment, si c'est un bouclier viking de 90 kilos ou un bouclier Maasai comme celui que j'ai accroché dans le bar, on peut mettre un portrait de toi comme ça, en remake d'un tableau, en ponceur de rondin. Enfin voilà, bon, le studio est disponible à la location, donc c'est pour ça qu'il y a ce trou béant. Nous, on n'a pas encore de logo de chaîne, donc pour l'instant, on fait avec. Avis aux donateurs, on a une cagnotte Litchi, un Tipeee. Alors justement, non, on n'est pas des sacs à foutre. Hein. On a des vraies sociétés, donc voilà. Autant OnlyFans, ça peut être considéré comme une forme de travail. Autant avoir une cagnotte, autant avoir un Tipeee, c'est à mi-chemin entre l'escroquerie et la mendicité. Non, on n'a pas de cagnotte Litchi. Hein. Le contenu qu'on fait ici est gratuit. On le fait sur notre temps libre. Ah oui. On n'est pas payé, mais on rigole. Hein. Parce que à l'armée, on disait beaucoup, on n'est pas payé cher, mais on rigole. Et là, on n'est pas payé. Et là, on n'est pas payé, mais on rigole encore plus. On rigole vraiment. Ok les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre et à mettre un commentaire, même si c'est pour nous insulter. C'est très important pour le référencement. Allez, bisous. À bientôt.